s'est calé le dos au tronc moussu d'un chêne. Regarder le soleil se vider de son sang, sourit de voir venir les brumes de la plaine, les ombres en cortège de ses amis d'antan. Enfant, il faut vite connaître le secret de ce jardinier fou, de ce batelier ivre. Courez enfants, courez, volez si vous pouvez, avant que ne se ferme à tout jamais le livre. L'homme qui a ce matin traversé le village, sous un arbre s'est couché à l'ombre du feuillage. Oh, oh, oh. Chez nous, où que vous alliez, vous ne ferez pas un kilomètre sans rencontrer la forêt. Et encore a-t-il fallu que les hommes taillent des routes, élargissent les clairières et posent des maisons pour l'obliger à reculer. Mais on a beau faire, on la sent toute prête à bondir et à réoccuper sa place à la moindre inattention des hommes, au moindre relâchement. J'ai vu des maisons oubliées subir la violence des ronces, du lierre, des orties. Puis les arbres sont venus, tout remplis d'innocence au début, mignons et voulant faire joli, mais se découvrant vite des appétits féroces. Alors leur puissance crève les toits et finit de renverser les murs. Les caves, à demi effondrées, serviront d'abri aux bêtes sauvages ou de cache aux contrebandiers, puis s'écrouleront au sortir d'un hiver long de gel. C'est une chose triste à observer, vous savez, cette lente agonie des maisons oubliées. Je vous dis ça pour que vous compreniez bien l'histoire que je vais vous raconter. Une histoire qui me vient de mon grand-père, qui la tenait de... Enfin, bon, une légende, comme on dit aujourd'hui, pour bien montrer que ça vient de loin et qu'il ne faut peut-être pas trop y croire. Charlet était le fils aîné d'un père qui le détestait et d'une mère qu'il n'avait jamais vue autrement qu'enceinte. La mort qui est la seule à prendre la misère en pitié, avait fait le ménage, ne laissant au foyer que 4 enfants, emportant les autres assez tôt, pour ne pas ajouter le chagrin à la pauvreté. Le père s'absentait durant de longues périodes pour, disait-il, bâtir et surveiller des meules de charbon de bois, mais personne n'ignorait qu'il vivait surtout de braconne et de contrebande. Il revenait de temps à autre au village, se saoulait, menait grand tapage dans la pauvre maison, frappait femme et enfants, puis repartait dans les bois, au grand soulagement de tous. La mère s'était résignée à cette vie, se disant que celle des autres femmes du village n'était guère plus enviable. À son dernier retour, le père, ivre-mort, comme à son habitude, avait annoncé qu'il retirait Charlet de chez le père Moineau, l'ébéniste, chez qui le gamin était apprenti, pour l'emmener avec lui dans les bois. La mère n'avait qu'à préparer son bagage, le gamin partirait. Jamais, jamais, s'est écrié l'enfant. La volée de coups qu'il reçut en retour le mit dans un état tel que le père fut bien obligé de le laisser à la maison, mais jurant ses grands dieux qu'il l'emmènerait la fois prochaine. La forêt d'Ardennes est dure. Ses rondeurs sont trompeuses et cachent de profondes entailles, de grandes blessures où coulent de noirs ruisseaux.
on raconte encore aux enfants d'aujourd'hui qu'elle est peuplée de loups. C'est possible, mais alors sur les hauts, parce que chez nous, le pays est bien trop discret pour abriter des meutes bruyantes. Le véritable maître des lieux, le seul à pouvoir en goûter les subtiles saveurs, c'est le renard. Oh, vous ne le verrez pas. Je veux dire par là qu'il faut avoir les yeux propres pour le voir. Et ça prend du temps, ça, d'avoir les yeux propres. Il faut les avoir lavés dans bien des clairs de lune, au secret des bois, quand les sources du printemps explosent et sourdent en flots de sève neuve du hêtre et du bouleau. On comprend donc qu'il n'est pas donné à tout le monde de voir le renard, et même, et pour dire le fin mot, c'est lui qui décide si vous avez ou non l'œil propre. Et bon, et voilà pour ce qui est de dire la vérité sur mon pays. Charlet se remettait difficilement des coups reçus. Aussi était-ce autant pour les besoins ménagers que pour l'aider à se refaire une santé que sa mère l'avait envoyé relever les baguettes d'osier qu'ils avaient mises à tremper dans un coude du ruisseau. Planté sur la rive, fier et solitaire, un arbre jouait avec le ciel. Sa ramure offrait 1000 abris pour fabriquer des rêves. Charlet ne s'en privait pas, et il venait bien souvent se fondre dans le fouillis des branches. Ce jour-là, l'arbre lui réservait une surprise. Il s'était couvert de fruits. Ça alors! Jamais Charlet n'avait vu de fruits sur cet arbre, jamais! D'ailleurs, était-ce possible, au beau milieu du froid? Et puis ces fruits, lourds et ronds, rouges et roses, lisses et doux et brillants. Avait-on jamais vu pareille chose? Sa surprise fut plus grande encore, quand il découvrit, au pied de l'arbre, une jeune fille qui riait de bon cœur de son étonnement. Elle paraissait avoir le même âge que Charlet. Avec sa fine et gracieuse silhouette, la jeune fille était de l'arbre le plus beau fruit. « Qui es-tu » se décidait enfin le garçon. « Que fais-tu près de cet arbre ?»« Je suis enchanteuse, » lui répondit la jeune fille. Alors elle raconta à Charlet qu'elle n'était pas encore enchanteuse, mais qu'elle s'apprêtait à le devenir, et que ses maîtres l'avaient envoyée ici pour parfaire son savoir et réaliser un chef-d'œuvre de son choix. D'ailleurs, la réussite à cette épreuve lui permettrait d'être acceptée comme enchanteuse par le Conseil des sages. Elle expliqua aussi que les fruits qu'il voyait, bien que comestibles, ne rassasiaient pas comme le feraient des poires ou des pommes, non. Non, ces fruits-là ne nourrissaient que les parties secrètes du corps, celles qui se creusent et forment des trous chaque fois que nous avons des peines, des chagrins, des misères, des malheurs, des trous de plus en plus gros, de plus en plus profonds, jusqu'à ce que la mort puisse y prendre place. Elle dit encore que manger ces fruits permettait de combler ces trous, mais aussi de remédier à ce qui les provoquait. C'était là un exploit que personne n'avait jamais réussi avant elle, et elle espérait bien que cet exploit lui permettrait de ramener sa récolte au Conseil des sages et que ça lui vaudrait la reconnaissance officielle du Conseil des sages de son savoir-faire. « Tu vas reprendre tous les fruits ?» demanda Charlet. « Ne pourrais-tu m'en laisser quelques-uns? Il y a tant de misère, tant de pauvreté à soulager dans mon maigre village. Que vaudrait un tel exploit, un tel chef-d'œuvre, s'il ne pouvait se partager? Ce ne serait tout au plus qu'un tour de magie, une illusion, mais pas un accomplissement. » Tu as peut-être raison, se troublait l'enchanteuse. Allez, donne-moi ton sac, je vais le remplir. Sache quand même qu'il y a dans chaque fruit un noyau en forme d'étoile,
et qu'il te suffira d'accrocher ce noyau étoilé à une branche pour que le fruit repousse avec les mêmes propriétés. Écoute bien ce que j'ai encore à te dire. Vois, il y a tout en haut de cet arbre un fruit que je vais laisser, un fruit plus gros que les autres. Je vais le laisser là en souvenir de notre rencontre. Ne le cueille jamais. Sinon tu disparaîtrais du monde des humains pour rejoindre le mien, celui des rêves et des nuages. Souviens-t'en. Tiens, reprends ton sac, je l'ai rempli, je dois partir à présent. Adieu, Charlet. Adieu, mon doux ami. Une mauvaise surprise attendait Charlet à son retour à la maison. Ses sœurs se tenaient serrées dans un coin de la pièce, et sa mère avait les bras levés sur la tête, comme pour parer les coups. Le père était rentré, ivre bien sûr, et avec sa tête des mauvais jours. Et sa hargne redoubla à la vue de Charlet, mais se sachant sans doute hors d'état d'affronter son fils, il préféra sortir et partit en titubant dans le village. Quelle misère, pleurait la mère. Nous n'en sortirons donc jamais. Attends, maman, attends, j'ai quelque chose pour toi, tiens, mange ce fruit. Allez, mange-le. Mais attention au noyau, n'oublie pas de me le rendre. La mère avait épuisé depuis bien longtemps ses capacités d'étonnement aussi. Elle mangea le fruit sans y faire plus l'attention. Elle le mangea toutefois avec plaisir. Et tout le fruit y passa, noyau compris. Maman, et le noyau? Oh, Charles, j'ai oublié, riait la mère. La nuit venait doucement. Les sœurs avaient retrouvé leur gaieté. La mère préparait paisiblement le repas du soir. Le père ne rentrait pas. On mangea sans lui et on se coucha sans qu'il reparaisse. Le lendemain à midi, le père n'était toujours pas rentré. La famille s'était mise à table, une table mieux garnie que d'habitude. Oh, la mère avait retrouvé un beau morceau de cochon au fond du saloir, qu'elle croyait pourtant vide, et déniché des pommes de terre dans le cellier où elle ne se souvenait pas en avoir mis. Une galette faite de farine, de lait et de sucre, découvert dans un sac oublié dans l'armoire, donnait un air de fête au repas. On mangea encore d'abondance le soir avec les restes du midi. Et toujours pas de nouvelles du père. D'ailleurs, on ne le revit plus jamais. Personne. Et il ne s'en trouva pas un pour regretter cet homme violent. Charlet trouvait que les fruits de l'enchanteuse avaient bien des pouvoirs, décidément. Il se rendait souvent au pied de l'arbre, le cœur battant, espérant revoir l'enchanteuse. Et puis un jour, elle vint. Elle lui raconta qu'à son retour au pays des enchanteurs, le conseil de sagesse lui avait vivement reproché de lui avoir donné des fruits. À cause de cela, le conseil avait hésité à lui donner le titre d'enchanteuse, mais enfin, elle l'avait. Toutefois, elle avait dû promettre de veiller sur Charlet et s'assurer qu'il ferait un bon usage des fruits. C'est pour cette raison qu'elle était revenue. Mais, ajouta-t-elle en rougissant, elle était ravie de le revoir. Moi aussi, je suis venu tous les jours, dit Charlet, pour accrocher les noyaux étoilés et récupérer les fruits. Mais aussi pour te voir, ajouta-t-il, lui aussi en rougissant. Je sais, dit l'enchanteuse. Et les deux jeunes gens prirent l'habitude de se revoir au pied de l'arbre.
Sans forcer sa nature, Charlet avait décidé d'être bon. C'était là, lui semble-t-il, le meilleur moyen de rester dans l'enchantement. On dira que la bonté ne lui coûtait rien puisqu'il lui suffisait de plonger dans son sac de fruits pour la distribuer. Oui, mais ceci est très injuste. Et c'est un peu vite oublié qu'il pouvait tout aussi bien conserver le produit de ses fruits pour lui, pour son profit. Aussi convenons que de même qu'il faut bien du talent pour être enchanteur, il en faut aussi pour être enchanté et le rester. Ainsi allait Charlet dans la vie, le cœur et les fruits sur la main. Voyait-il une famille dans la peine, vite il apportait un fruit, recommandant bien qu'on lui rende le noyau étoilé, ce que le mangeur oubliait le plus souvent. Une injustice ici, une maladie là-bas, et Charlet puisait dans le sac pour soulager les misères. Attention, attention, soufflait parfois l'enchanteuse. Ton sac se vide, et ceux que tu aides sont bien inconscients de ne pas te rendre les noyaux. Ah oui, je sais, mais les hommes sont ainsi, répondait Charlet. Le bonheur du jour les rend insoucieux du lendemain. Toutefois, tu as raison, il y a de moins en moins de fruits. Et est-ce que tu ne pourrais pas... Ah non, mon doux ami. Le conseil de sagesse ne me le permettrait pas. Souviens-toi qu'il m'a reproché de t'avoir fait ce cadeau. Je lui ai rapporté que ton cœur était pur et que tu le mettais au service de la bonté. Attention, m'a-t-il dit. Bonté n'est pas sagesse. Rappelle-le à ton ami. Grâce à la générosité de Charlet, tout le village avait trouvé la prospérité. On venait de loin pour acheter les meubles du père Moineau. L'atelier ne désemplissait pas. Et cette affluence faisait le bonheur de la petite taverne qui s'était convertie en auberge et n'en finissait plus de s'agrandir. Le meunier avait construit un deuxième, puis un troisième moulin sur le ruisseau, et les roues tournaient jour et nuit. La forêt qui autrefois étouffait le vallon reculait sous les coups de hache et les feux, faisant place à de grasses prairies qui montaient et débordaient jusque de l'autre côté des collines. On y voyait paître de grands et beaux troupeaux de vaches. Grâce aux dons renouvelés de Charlet, tout le village vivait dans l'opulence. Enfin, presque tout le village. Il y avait, au bord du chemin qui conduisait jusqu'à l'arbre enchanté, une maison qui abritait fort mal une veuve et ses 4 filles. L'ancien maître des lieux était mort, ou tenu pour tel. Sa disparition s'était produite dans la même période que celle du père de Charlet, de sorte qu'on avait vite fait le rapprochement entre les deux affaires. C'était très probable d'ailleurs. Les deux hommes, d'un même caractère violent, s'adonnant tous deux à des activités frauduleuses, on pouvait penser qu'une altercation les opposant avait mal tourné pour l'un, provoquant la fuite de l'assassin. La disparition de l'un n'avait pas laissé plus de regrets que celle de l'autre. La veuve avait retrouvé les chemins de contrebande de feu son mari et parvenait ainsi à subvenir, tant bien que mal, aux besoins grandissants de ses filles. Ah, c'était ce qu'on appelait une belle femme, forte et bien plantée, tout en rondeur et en creux comme le pays qu'elle arpentait. Elle eut à se défendre les empressements palpeurs des gabelous qu'elle avait la malchance de rencontrer au retour de ses expéditions, et puis elle comprit le parti qu'elle pouvait tirer de sa beauté, de sorte que ce furent bientôt les douaniers qui empruntèrent les chemins de contrebande pour rejoindre la veuve. Un jour qu'il passait hâtivement devant la maison de la veuve, Charlet se heurta presque à Gladys, l'aînée des 4 filles. Oh, Gladys était une bien jolie fille, jolie comme sa mère, avec un grand regard vert qui vous éclaboussait le cœur. Charlet l'avait plus d'une fois observée, dissimulée dans les buissons,
quand elle conduisait son troupeau de chèvres au pâturage. Sa beauté le fascinait, le troublait, mais il n'osait pas l'approcher. Bah oui, c'est comme ça. Et voilà, brusquement, qu'elle était là, juste devant lui. « Je vous attendais, dit-elle. Ma mère est bien malade, et nos soins n'y peuvent rien. Est-ce que vous pourriez nous aider, monsieur Charlet ?» Oh, pensez donc, Charlet, bien sûr qu'il pouvait les aider. Et le fruit magique, fruit son œuvre. Quel bonheur, quelle joie! La mère était guérie, et les filles dansaient tout autour de Charlet, chantaient. Voyez-vous, c'est ce jour-là que Charlet reçut de Gladys son premier baiser d'amour, à pleine bouche. De ce moment, la maison de la veuve connut l'aisance, et son accueillante réputation dépassa bientôt le cercle grossier des douaniers pour s'étendre aux riches propriétaires de la contrée. Charlet aussi la fréquenta, et ses rencontres avec Gladys se firent de plus en plus passionnées. Il était tout embarrassé désormais quand il se trouvait au pied de l'arbre, n'osant parler de Gladys à l'enchanteuse. Avait-elle deviné? Rien dans ses propos ne le montrait, ce qui ne faisait qu'accroître le malaise de Charlet. Alors il prit le parti de ne rien dire, un peu par lâcheté, mais surtout parce qu'il refusait de choisir entre l'une et l'autre. Son dilemme fut réglé par l'infidélité de sa maîtresse, ce qui l'abandonna pour un habitué de la maison de sa mère. Charlet mangea un fruit pour se remettre de son premier chagrin d'amour, et, le cœur léger, s'en fut au pied de l'arbre retrouver l'enchanteuse. Là, ils parlèrent de peu et de rien. Charlet aurait voulu dire que tout était comme avant, que Gladys n'existait plus pour lui, mais le cœur n'y était plus. Alors ce jour-là, ils se quittèrent un peu amers, un peu las, presque désenchantés. Et les visites à l'arbre s'espacèrent. Le trésor de Charlet diminuait dangereusement, et d'autant plus vite que la plupart des gens aidés se souciaient peu de restituer les noyaux. Ils étaient heureux aujourd'hui, demain serait un autre jour. Arriva alors ce qui devait arriver. Il n'y eut plus un seul fruit dans le sac et plus un seul noyau étoilé à mettre dans l'arbre. C'est à ce mauvais moment qu'éclata un conflit entre deux fermiers à propos de clôtures déplacées. Tout le village s'en mêla, laissant exploser une haine que la jalousie née de la réussite brutale des uns et des autres avait accumulée pendant toutes ces années d'opulence. La générosité de Charlet, qui avait apporté aisance et bien-être à toute la population, était devenue source de discorde. On en vint aux mains, puis très vite aux armes, transformant le village et ses alentours en champ de bataille. Bonté n'est pas sagesse. Charlet repensait à la mise en garde de l'enchanteuse. Il en vérifiait à présent la décevante vérité. Puis on le désigna bientôt comme responsable des troubles, et il fut contraint, pour sauver sa vie, de quitter le pays. La forêt avait posé ses longs doigts sur le village et l'avait étranglé. Le lierre ensevelissait la maison de la veuve. Les genêts et les ronces dévoraient le flanc des collines où paissaient autrefois les gras troupeaux de vaches. Le toit de l'ébéniste s'était effondré. Les roues du moulin achevaient de pourrir dans la boue du canal et les portes défoncées de l'auberge bâillaient sur des pièces dévastées. Il y avait plus de 30 ans que Charlet,
devenu Charles, avait quitté le village. 30 années passées à bourlinguer, trouvant dans chaque port une raison d'y rester, puis une autre de fuir. Il avait connu bien des tempêtes et aurait chaviré, corps et âme, s'il n'avait toujours trouvé au fond de son cœur l'arbre enchanté auquel il s'accrochait, partageant sa providence avec ses compagnons d'infortune du moment. L'arbre alors les emmenait jusqu'à des rivages apaisés. C'était un homme aux cheveux blancs qui revenait sur ce qui fut un village. Un homme au visage creusé profondément par les rides, comme autant de routes empruntées, et qui menait jusqu'aux yeux. Des yeux très propres, des yeux à voir le renard. Il prit le chemin de la rivière et retrouva l'arbre enchanté. Il découvrit sans surprise le fruit laissé en haut de l'arbre, un fruit devenu rond et gonflé de lumière, étincelant comme un soleil. L'enchanteuse était là. Et le dernier fruit pouvait bien avoir l'éclat du soleil. La fine et gracieuse silhouette de l'enchanteuse était toujours de l'arbre, le plus bel ornement. « Je suis venu cueillir le dernier fruit, dit Charlet. »« Je t'attendais, dit la chanteuse. »« Viens, mon ami. » Charles monta dans l'arbre et disparut. La légende dit que Charles, en allant cueillir le dernier fruit, a choisi la mort. Mais mon grand-père, lui, soutient que Charlet était allé retrouver sa jeunesse en grimpant dans l'arbre. Et la légende dit encore que c'est à la suite de cette période-là que les hommes ont pris l'habitude d'accrocher au moment où les jours sont les plus courts et les plus sombres, d'accrocher des étoiles et des fruits dans les arbres. Ils espèrent ainsi retrouver le bonheur perdu. Non, ça ne marche pas, non. Ça ne marche pas, mais l'espoir les rend meilleurs pendant quelques jours. Et c'est toujours ça de prix. Et regardez les rides, sillons de la mémoire. La plus douce d'entre elles porte un prénom de fille. Blessure creusée d'acharnement à croire que tout vaut mieux plutôt que de rester tranquille. Enfant, il faut vite connaître le secret de ce jardinier fou, de ce batelier ivre. Courez enfants, courez, volez si vous pouvez, avant que ne se ferme à tout jamais le livre. La mort a rattrapé l'âme sous le feuillage, la nuit ensevelit doucement le village. La mort a rattrapé l'âme sous le feuillage, la nuit ensevelit doucement le village.